tu veux, les grosses périodes de la vie où il est intéressant et très important d'avoir suffisamment d'oméga 3, puisque finalement ces graisses-là qu'on consomme vont être digérées puis assimilées aux cellules lors de leur renouvellement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Café Santé Technique du complément. Aujourd'hui avec moi j'ai Brian, on va parler des oméga 3, les sources possibles, les bienfaits pour notre corps, les différents types qui existent d'oméga 3. Et puis pour commencer, déjà bonjour Brian. Salut Lucas. Comment vas-tu? Ça va pas mal et toi? Et tout bien. Tout bien. Alors pour commencer, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce qu'un oméga 3? Ça fait partie de la grande famille des lipides, ou les graisses, mieux connues sous ce terme-là. Les oméga 3, on les connaît surtout en tant qu'acides gras polyinsaturés, on y reviendra, principalement utilisés comme anti-inflammatoires naturels. En tout cas, c'est ce qu'on retrouve très souvent au niveau marketing. Oui, parce qu'on entend parler partout, que ce soit à la télévision, même à la radio, dans des publicités, oméga 3, oméga 3. Voilà. On en entend vraiment partout parler. Est-ce qu'il existe plusieurs types d'oméga 3 ou il n'y a qu'un oméga 3 puis c'est une molécule qui existe comme ça? Non, il y en a plusieurs. Peut-être pour donner une vue un petit peu plus globale, sous l'égide des graisses, on a les acides gras saturés, les monoinsaturés et les polyinsaturés. Les oméga 3 vont se retrouver sous cette dernière catégorie, donc des polyinsaturés. Peut-être pour expliquer au sens plus large, les saturés, ce sont principalement les graisses animales et leurs dérivés, produits laitiers, beurre, lard et autres. Les acides gras monoinsaturés, l'huile d'olive majoritairement, excellent pour le cœur, et les polyinsaturés qu'on va retrouver chez les végétaux et dans les poissons. Okay. Dans les poissons, on va en trouver deux qui sont connus majoritairement, c'est le fameux EPA et le DHA, que l'on va retrouver dans les compléments alimentaires. Et c'est cela qui va nous intéresser aujourd'hui, de ce que j'ai compris. Oui, il me semble que j'ai aussi entendu parler des ALA. Oui, alors ALA, c'est encore une autre catégorie, la phalinolénique, qui vient, lui, du règne végétal, que le corps... donc, ce qui est important de dire aussi, c'est que ce sont des acides gras essentiels que le corps ne peut pas produire. Donc, il est obligé de venir de l'extérieur, Exactement. par l'alimentation. Maintenant, ce fameux ALA, il y a une infime partie qui peut être convertie en EPA, avec ce qu'on appelle des enzymes qu'on retrouve dans l'organisme. Donc, une conversion est possible avec un ratio extrêmement faible. C'est pour ça que les fameux EPA et DHA, il faut en fournir de manière exogène, mais il faut quand même donner le précurseur dans ce cadre-là. Le fameux ALA, qu'on trouve dans l'huile de lin, dans l'huile de noix, la colza, etc. Pour aider à convertir justement en EPA. Pour donner les blocs de construction, bien que, encore une fois, ce ne soit pas la source la plus intéressante, puisque finalement, cette transformation, elle a un taux de réussite extrêmement bas. D'accord. Donc il y aura très très peu de EPA qui sera produit par l'organisme, bien que ceci soit possible. EPA, DHA, ouais. Il y a donc en grande quantité, est-ce qu'il y a un rapport entre les deux? On devrait ou... Alors, c'est souvent trouvé dans le... Alors, comme je t'ai dit, dans les règnes végétaux, c'est principalement dans certaines algues et chez le poisson. Au niveau règne végétal, on va plutôt trouver du DHA, très peu de EPA, et l'inverse chez le poisson, où là, on va chez le poisson, chez les poissons de manière générale, où on trouvera beaucoup plus de EPA ainsi que du DHA. Les deux ayant des fonctionnalités un petit peu distinctes, on le verra après sur les fonctions de l'organisme, avec plutôt EPA très, très générique, sur la membrane cellulaire, plutôt anti-inflammatoire, et le DHA ayant ce qu'on appelle un tropisme, une incidence plus poussée sur le système nerveux et le cerveau, avec des impacts sur la mémoire, le développement cérébral, la vision également, puisque finalement l'œil, c'est le prolongement des nerfs du cerveau, hyper important chez le développement cérébral de l'enfant. Oui, on y reviendra aussi. On en parler très souvent. Voilà. Avant de passer justement à ces bienfaits un peu plus en détail, est-ce qu'on pourrait parler des sources alimentaires? Tu m'as parlé de poissons, d'algues. On peut aller définir un petit peu plus quel type de poisson, qu'est-ce qu'il faudrait faire attention? Ouais, alors ça c'est un point qui est aussi hyper important. Au niveau des poissons, ça va dépendre de leur nourriture. On a déjà pu en parler finalement au sujet du bétail et d'autres formes d'acides gras, mais c'est clair que si le poisson il est nourri avec beaucoup d'oméga 6, on va pas retrouver des oméga 3 dans le poisson. Donc le saumon qui est d'élevage, où on se dit c'est super, je mange du poisson gras qui contient des oméga 3 parce que en théorie il en contient. Là, ce sera principalement des oméga 6. Ce sera des poissons qui auront finalement peu nagé, qui seront de qualité un petit peu médiocre. Et plutôt que de faire du bien, ça fera plus de mal qu'autre chose. Donc la qualité reste relativement importante. Donc poisson sauvage? Poisson sauvage. Les types de poissons gras. On parle aussi peut-être de poissons avec les métaux lourds. Alors ça, c'est encore un autre aspect. Ils auraient tendance à moins avoir de métaux lourds, c'est ça là? Ouais, ils ont moins le temps d'accumuler.
Donc, si tu vois, au niveau de la chaîne alimentaire, tu as les algues, tu as le phytoplancton et autres. Et après, plus le poisson va grossir, plus il y aura tendance à avoir des métaux. On pense par exemple, le requin contient beaucoup de métaux. Le thon contient beaucoup de métaux lourds. Parce qu'ils vieillissent plus, et puis... Entre autres, exactement. Okay. Maintenant, pour revenir à ce que tu disais, les petits poissons gras, hyper intéressants, plutôt d'eau froide, puisque le gras fait aussi office de protection. On va retrouver des poissons gras plus facilement dans ces eaux-là. Qualitativement, plutôt sauvage que d'élevage. Et puis après, en termes de quantité, c'est la fréquence. On dit qu'il faut manger plus de poissons que d'acides gras saturés, etc. C'est aussi quelque chose à prendre en considération. Poisson, 2, 3, voire même 4 fois par semaine, c'est salutaire. C'est bon pour la santé. La solution. Ouais, ce serait la solution. Pouvoir et puis se donner les moyens. Si tu veux, les algues en contiennent, ces fameux oméga 3, mais c'est beaucoup de DHA, moins de PA, et ça reste quand même des quantités qui sont relativement faibles. Donc il faudrait manger beaucoup d'algues pour avoir des poissons. Un petit peu comme la spiruline, on en parlait par le passé avec beaucoup de protéines. Super aliment, mais finalement, il faut en manger des quantités astronomiques. Il faut des quantités pour avoir des résultats, quoi. Au niveau de ces poissons, donc poissons sauvages, après faire attention aux possibles surpêches qu'il pourrait y avoir dans la ligne de nos jours, quoi. Donc faire attention à ça. Donc là, je vais peut-être privilégier les labels. Bien sûr, qui existent. Ouais. Il en existe. Vous en avez chez Profil, label chez Profil, il y a, c'est des colins d'Alaska. Ouais. Ils sont labellisés MSC. Donc pêche durable, ils font par rapport à l'environnement et aussi aux pêcheurs. Ouais. L'intérêt peut-être du complément par rapport à du poisson standard, c'est d'une part parce que le poisson, ça ne plaît pas à tout le monde. Donc prendre des compléments, c'est peut-être plus simple au niveau du goût et de l'odeur, mais c'est aussi une forme de concentré. Donc ces fameux compléments contiennent beaucoup de PA, beaucoup de DHA, sans avoir tout le reste autour. Donc on peut être un petit peu plus sniper au niveau alimentation et aller cibler les carences éventuelles. Oui, surtout que ceux-ci sont analysés en métaux lourds et tous ces Exactement. La composition exacte EPA, DHA, ALA. Et puis ça permet de savoir exactement ce qu'on se met dans le corps, quoi. Ouais. Avec l'alimentation, c'est suffisant ou c'est difficile? Ça pourrait être suffisant. Comme je te l'ai dit, il faudrait beaucoup de poissons, beaucoup d'acides gras de qualité. Et puis, c'est pas uniquement dire je dois manger beaucoup de poissons en plus de ce que je mange habituellement. C'est une question également de ratio. On y reviendra après, mais diminuer de manière générale les graisses saturées pour promouvoir les graisses polyinsaturées, ça reste intéressant. D'accord. Ça reste intéressant. Mais c'est quand même difficile, quoi. Et au niveau des compléments, si on prend, parce que tu me disais au niveau de l'alimentation, c'est difficile avec tout ce qui est végétal, d'arriver à des taux acceptables en mangeant. Mais au niveau d'un complément, si on a un complément à base d'oméga 3 vegan, végétal ou de poisson, avec des taux définis de PA et de DHA, est-ce qu'il y a une différence? C'est la même molécule. C'est la même molécule. Après, c'est vraiment au choix du client final qui va partir plus l'un en fonction de l'autre, en fonction de ses croyances. Ok. Et maintenant, concernant les bienfaits plus en détail, est-ce qu'il y a des axes vraiment particuliers? On a parlé un peu de la vision, du développement du cerveau. Est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus, Brian? Il y a les deux axes que tu viens de citer, effectivement, et il y a l'axe cardiovasculaire également. Il faut savoir que les oméga 3, c'est aussi utilisé pour diminuer ce qu'on appelle les triglycérides. C'est la graisse qui se balade dans le sang. Tu vois, quand tu fais une vinaigrette pour ta salade, tu as de l'huile, tu as du vinaigre, ça se mélange pas bien, il faut mixer le tout. Puis au bout d'un moment, tu as des gouttelettes de graisse. Il se passe la même chose dans ton sang. Pas le tien, mais chez les personnes qui ont trop de triglycérides. Et les oméga 3 sont utilisés dans ce contexte-là pour les diminuer. Ça, c'est un point qui est intéressant, ça permet de les réduire. Deuxième point, c'est juste pour le cerveau. On l'a déjà mentionné, on l'a déjà abordé, notamment pour le développement chez l'enfant et chez le bébé. On trouve d'ailleurs dans beaucoup de formules pour les enfants, si on regarde dans ces pots finalement de poudre, il y a beaucoup d'oméga 3 qui sont rajoutés, notamment du DHA et du ARA. C'est un acide arachidonique, c'est autre chose, c'est des oméga 6, on y reviendra peut-être après, mais extrêmement important aussi pour leur développement. Et puis finalement, l'inflammation, dont on a déjà pu parler, intéressant contexte ostéo-articulaire et contexte inflammatoire général sur l'organisme, aussi en raison des différents ratios entre les oméga 6 et les oméga 3. Ouais, donc vraiment les oméga 3, ensemble du corps, que ce soit inflammation en général tout l'organisme et des zones plus définies, cerveau, vision, cardiovasculaire. Ouais. On est vraiment sur un ensemble du corps, donc très très important. Et maintenant, si on contextualise un petit peu plus ça, au niveau des oméga 3 quotidiens, au niveau de l'alimentation, on les intègre par des compléments, par l'alimentation. Quel est l'équilibre dans tout ça avec les autres apports qu'on doit avoir dans les autres nutriments, en fait, parce qu'on ne peut pas manger que du poisson? Non, on ne peut pas manger que du poisson. Bien, en théorie, on pourrait, mais ce n'est pas le but. Ce qu'il faut voir, c'est que une personne X et une personne Y n'ont pas le même système digestif et n'ont pas la même
manière d'utiliser ce qu'on leur donne à manger. Pourquoi je dis ça? Simplement parce que ce profil finalement d'acide gras, ça se teste. On peut prendre, via une analyse de sang, un profil chez une personne, et puis on va pouvoir observer finalement quelle quantité d'acide gras oméga 3 est là, quelle quantité d'acide gras saturé, monoinsaturé, quelle quantité de graisse trans. Toutes ces choses-là, ça peut se définir et ça peut s'optimiser, notamment s'il y a trop d'acide gras saturé par rapport aux fameux oméga 3. Donc, à prendre dans un certain contexte. Maintenant, on sait qu'il y a des zones ou des périodes de la vie où c'est important et c'est intéressant d'en consommer plus. Comme je te l'ai dit, les triglycérides, donc en général, alors on va plutôt trouver ça chez une personne qui est extrêmement stressée ou plutôt en surpoids, avec des dyslipidémies, on appelle ça. C'est quand il y a un trouble, si tu veux, de ton profil lipidique, donc des graisses, cholestérol et autres, chez l'enfant et chez la femme enceinte ou allaitante. C'est les si tu veux, les grosses périodes de la vie où il est intéressant et très important d'avoir suffisamment d'oméga 3, puisque finalement ces graisses-là qu'on consomme vont être digérées puis assimilées aux cellules lors de leur renouvellement ou de leur construction. Donc s'il n'y en a pas suffisamment, on a des cellules qui seront, si je vais schématiser un petit peu, des cellules qui seront extrêmement rigides par rapport à des cellules qui seront beaucoup plus malléables, qui en contiennent beaucoup. Ok, je vois bien. Et maintenant, tu as évoqué plusieurs fois les oméga 6, enfin les acides gras saturés. Alors, c'est les polyinsaturés également, aussi. Les oméga 6, ouais. Et on entend bien parler tout le temps qu'il faut l'équilibre entre les deux. Est-ce que tu pourrais nous le définir un petit peu plus? On en parlera très certainement dans une future vidéo de ces oméga 6. Oui. Mais il y a un équilibre à avoir. Oui. Alors, si tu veux, déjà, on parle de polyinsaturés, monoinsaturés, saturés, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle des doubles liaisons entre les carbones. C'est des doubles liaisons qui rendent la molécule un petit peu plus malléable, on va dire ça comme ça. Les oméga 6, position 6, les oméga 3, position 3, au niveau moléculaire, je ne vais pas aller dans les détails, mais ça donne des particularités à ces oméga selon leur constitution. Maintenant, les oméga 6, celui qui est le plus connu, c'est l'acide arachidonique. C'est celui qui est à la base un bloc de construction pour ce qu'on appelle les prostaglandines. C'est des messagers de l'inflammation. Donc lorsqu'il y en a beaucoup et qu'il y a peu d'oméga 3 de type EPA, on aura tendance à dire qu'il y a ce qu'on appelle un terrain pro-inflammatoire. Donc s'il y a de l'inflammation, elle aura tendance à être importante et à durer. Chose qui n'est en théorie pas le cas lorsqu'il y a suffisamment d'oméga 3. D'accord ? Donc c'est ce contexte-là, quand on parle de ratio, qui va être intéressant de contrôler, bien que diaboliser l'acide arachidonique, ce n'était pas non plus une bonne solution. Pourquoi ? Parce qu'il y a des cas de figure précis où l'inflammation est nécessaire. Donc l'inflammation, c'est comme la fièvre. C'est important, c'est bon. Il ne faut juste pas que ça dure trop longtemps et que ça monte trop haut. Maintenant, contexte sportif, l'acide arachidonique est hyper important pour la récupération musculaire. L'acide arachidonique est hyper important pour le développement cérébral chez l'enfant. C'est pour ça que typiquement, un enfant, on lui donne des acides gras de type oméga 6 et des acides gras saturés le matin, c'est bon. Bien qu'on puisse dire qu'à large échelle, c'est mauvais pour la santé, il faut les diminuer. Il y a des contextes où ça fait sens et c'est important. Donc à surveiller, encore une fois, trop d'oméga 6, pas bon. Pas assez d'oméga 3, pas bon. Et c'est ce contexte finalement qui va être intéressant de réguler, au moyen d'analyse si nécessaire. Ouais, donc vraiment en fonction de la vie, de nos activités Exactement. Et de notre organisme, parce que chacun est différent, on a besoin de plus de ci ou de ça en fait. Voilà, il y a tout le temps des courants, on en apprend tous les jours. On en apprend tout le long, ouais. Jusqu'à il n'y a pas très longtemps, l'acide arachidonique, par exemple en tant qu'oméga 6, c'était complètement diabolisé. On disait mais le beurre de cacahuète, c'est extrêmement mauvais. Alors, on est d'accord qu'en grande quantité, c'est pas bon, c'est des graisses saturées, c'est beaucoup d'oméga 6, mais pris à petite quantité, c'est intéressant. Contexte sportif, encore une fois, il y a des études qui le montrent très bien, que pour une bonne récupération et une amélioration de la condition physique, c'est intéressant. Ça aide. Et puis comme tu disais, l'inflammation, elle est importante. Il faut juste la gérer en fait. C'est un processus physiologique qui est essentiel. Qu'elle parte en cacahuète. C'est essentiel. Si tu as un virus ou une bactérie qui attaque, il faut un processus inflammatoire. Maintenant, quand ça devient chronique, et puis qu'on n'arrive plus à s'en défaire, là, ça devient problématique. Merci pour toutes ces informations. On arrive gentiment sur la fin de cet épisode. Est-ce que tu aurais d'autres choses à ajouter sur les oméga 3 ? On va en garder un petit peu pour une prochaine, peut-être. Mais oui. Alors, restez connectés car on va faire un épisode sur les oméga 6. On reparlera très certainement un petit peu de cette balance oméga 3, oméga 6. On sera concentré essentiellement sur les oméga 6. Aussi, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur des ingrédients, des façons de faire ou des compléments, à nous les mettre en commentaire. Ce sera des sujets, ça peut être potentiellement des sujets pour des prochains épisodes. On vous remercie de nous avoir écoutés et à bientôt. Ciao. Bye bye.